Le Burkina Faso a vu naître une expérience agricole que peu de statistiques pouvaient vraiment anticiper. Au moment où les insectes ravageurs reculaient nettement dans plusieurs villages, les dégâts imprévus provoqués par les autruches libérées dans la savane semblaient progresser presque au même rythme. Cette tension paradoxale devient le prisme à travers lequel Ibrahim Traoré teste jusqu'où une innovation locale peut repousser la dépendance à l'aide extérieure sans fragiliser les communautés rurales. En arrière-plan, une question insistante demeure encore. Que révèle vraiment cette expérience sur la souveraineté alimentaire africaine demain? Le pari lancé autour des autruches a rapidement dépassé le cadre d'une simple expérimentation agricole pour devenir un test de solidité nationale. Dans un contexte marqué par la sécheresse, la dépendance alimentaire et des récoltes fragilisées, l'enjeu central consiste à comprendre comment une initiative locale peut offrir une voie de résilience durable sans aggraver les pressions déjà existantes. Le projet porté par Ibrahim Traoré soulève ainsi une promesse subtile. Si la régulation fonctionne, le pays pourrait transformer un risque naturel en levier stratégique pour améliorer la productivité rurale. Mais cette même promesse porte un danger. Si la dynamique échappe au contrôle, les autruches capables de réduire les insectes pourraient aussi détruire des cultures fragiles et menacer l'équilibre économique des villages. Ce double tranchant crée une tension constante, où chaque ajustement du programme devient crucial pour éviter les dérives et préserver les moyens de subsistance. Et c'est précisément là que tout peut basculer en quelques décisions. Les premières observations de terrain ont révélé un résultat inattendu. Dans plusieurs zones pilotes, les ravages causés par les insectes avaient chuté d'environ 40 à 50%, un niveau que peu d'agriculteurs avaient déjà connu dans des conditions similaires. Cette baisse rapide, enregistrée seulement après quelques mois, est devenue le premier signal concret montrant que l'initiative pouvait réellement modifier le quotidien rural. C'est depuis ce point de bascule que l'histoire prend une autre profondeur, car la dynamique des autruches ne s'est jamais limitée à une simple interaction entre un oiseau robuste et des parasites agricoles. Elle a révélé un système beaucoup plus large, où la décision politique, les pratiques paysannes et les risques environnementaux se renforcent ou s'annulent selon la manière dont le programme est régulé. Pour Ibrahim Traoré, cette phase initiale a servi de preuve que le pays y pouvait exploiter ses propres ressources naturelles sans recourir immédiatement à l'aide étrangère. En replaçant l'initiative dans son cadre d'origine, on observe qu'elle est née d'une frustration accumulée face à la dépendance chronique aux importations alimentaires et à l'imprévisibilité des saisons agricoles. Le Burkina Faso, marqué par des épisodes de sécheresse et des sols exposés aux nuisibles, cherchait depuis longtemps un modèle capable de stabiliser la production. L'arrivée des autruches s'est alors inscrite dans une logique de souveraineté. Expérimenter une solution interne, adaptée au territoire, même si elle comportait des risques non négligeables. Cependant, dès que les populations d'autruches ont commencé à croître plus vite que prévu, les premières inquiétudes sont apparues. Les déplacements incontrôlés menaçaient déjà certains champs, rendant urgente la mise en place de mesures de régulation. Cette combinaison de gains rapides et de risques émergents a créé la tension que l'on voit aujourd'hui et qui éclaire la question ouverte dans l'introduction. Jusqu'où une innovation locale peut-elle aller avant de heurter ses propres limites? Au cœur des premières semaines du programme, 2 scènes locales ont permis de comprendre comment l'initiative se traduisait concrètement sur le terrain. Dans le village de Kaya, les agriculteurs ont observé que les autruches chassaient activement les criquets autour des zones cultivées, créant une réduction visible des nuisibles et ouvrant la voie à une amélioration précoce des récoltes. Ce micro-succès, encore limité mais tangible, a joué le rôle d'indicateur initial pour mesurer l'effet réel du projet. Un second cas, moins médiatisé, s'est produit dans une petite communauté proche de Bobo. Les habitants ont remarqué que les autruches
se déplaçaient quand parfois trop près des parcelles en germination, provoquant des piétinements imprévus. Cet incident a rapidement souligné que l'initiative nécessitait une surveillance constante et que les bénéfices potentiels ne pouvaient émerger que si la régulation était à la hauteur des dynamiques animales. Pour Ibrahim Traoré, ces contrastes ont servi d'éléments d'orientation pour comprendre où se situaient les premiers ajustements prioritaires. En combinant ces deux exemples, on voit apparaître une logique cohérente. Là où les interactions étaient guidées, les gains étaient visibles. Là où elles restaient libres, les risques augmentaient. Le projet avançait donc au rythme d'un équilibre fragile, dépendant de décisions opérationnelles rapides. Ainsi, la vraie question devient simple. Maintenir cet équilibre suffit-il à garantir la viabilité du programme ? Le déclenchement du programme s'est produit lorsque les premières autruches ont été relâchées dans la savane burkinabé, avec l'espoir qu'elles réduiraient naturellement les populations de criquets et d'insectes nuisibles. Cette phase initiale, pensée comme un test limité, devait permettre d'observer leur comportement sans perturber les équilibres agricoles. Les équipes locales, informées des objectifs, ont rapidement commencé à suivre les déplacements des oiseaux afin de confirmer si les premiers effets seraient conformes aux attentes. Très vite, les signes positifs sont apparus. Les criquets diminuaient, les zones cultivées semblaient respirer de nouveau, et certains agriculteurs rapportaient une amélioration visible de la qualité de leurs parcelles. Le système prenait forme. Le point culminant est survenu lorsque l'expansion des autruches a dépassé les projections initiales. Sans régulation immédiate, les oiseaux ont commencé à explorer des zones inattendues, parfois bien au-delà des terrains agricoles surveillés. C'est ici que la tension s'est installée. Les succès précoces s'opposaient maintenant à des risques croissants. Dans certains villages, les dégâts dans les champs se sont manifestés sous la forme de cultures piétinées, révélant la rapidité avec laquelle l'initiative pouvait se retourner contre elle-même. Les médias ont amplifié ces contrastes en diffusant images et témoignages, ce qui a entraîné un débat intense autour de la pertinence du projet. Ibrahim Traoré, conscient de la portée politique de l'initiative, a refusé d'abandonner la stratégie. Il a choisi, au contraire, d'introduire des mesures plus strictes, convaincu que la régulation pouvait inverser la tendance. À travers cette décision, il a affirmé que l'enjeu dépassait la gestion de simples oiseaux. Il s'agissait de montrer qu'un pays pouvait modeler son avenir par ses propres choix. Les répercussions se sont cristallisées dans la période qui a suivi. Une partie des communautés rurales a reconnu les gains obtenus grâce à la diminution des insectes, tandis qu'une autre soulignait les dommages croissants causés par des déplacements trop imprévisibles. Les experts agricoles ont commencé à étudier les données recueillies, cherchant à comprendre comment stabiliser les résultats. Les dépenses engagées pour contenir les autruches ont augmenté, obligeant le gouvernement à revoir ses allocations budgétaires et à planifier des zones de pâturage réservées. En parallèle, l'industrie de la viande, des œufs et du cuir d'autruche a émergé comme une source potentielle de revenus, ajoutant une nouvelle dimension économique au projet. Cette combinaison de succès partiels et de défis persistants a créé une dynamique où chaque décision comptait, non seulement pour l'équilibre agricole, mais aussi pour l'image même du leadership burkinabé. La séquence complète montre que l'initiative a évolué de manière rapide et non linéaire, enchaînant espoir, tension et ajustement. Et c'est précisément dans cette alternance que se joue la suite de l'histoire. La compréhension réelle de l'initiative est devenue plus nette lorsque les premières mesures quantitatives ont été consolidées. Le point de départ, la pression massive des nuisibles dans les zones rurales, a servi de baseline pour comparer les effets directs des autruches. Quelques mois plus tard, les données ont montré une réduction de 40 à 50% des infestations dans certaines localités rurales. Cette fourchette, confirmée par les équipes d'observation, indiquait une dynamique suffisamment régulière pour être considérée comme un impact structurel. On peut l'interpréter ainsi. Cette baisse reflète une interaction stable entre les autruches et les insectes. Un autre indicateur est venu renforcer cette tendance. Dans le village de Kaya,
La production de mil a augmenté d'environ 30% au cours de la même période. Les agriculteurs locaux ont attribué directement cette progression à l'action des autruches, qui avaient réduit la pression des criquets dans les parcelles cultivées. On peut l'interpréter ainsi. Ce gain suggère que l'effet positif peut devenir reproductible ailleurs. Ce résultat, bien qu'ancré dans un seul village, a servi de signal pour évaluer la possible extension du projet à d'autres zones du pays. Le troisième élément quantitatif n'a pas été un succès, mais une alerte. Près de 20% des rizières de la région de Bobo ont été endommagées après que des autruches se sont aventurées trop loin dans les champs. Les habitants ont signalé des piétinements et des pertes significatives, rappelant que la croissance incontrôlée de la population d'autruches pouvait rapidement annuler les bénéfices initiaux. On peut l'interpréter ainsi. Ce chiffre montre que l'absence de régulation peut inverser tout progrès obtenu. À partir de ces trois mesures, une image plus équilibrée a émergé. Les autruches réduisaient efficacement les nuisibles, mais leur expansion rapide générait des dommages collatéraux sévères si elles n'étaient pas maîtrisées. Ainsi, l'impact du projet dépendait entièrement de la capacité opérationnelle du gouvernement à intervenir avant que les effets négatifs ne se propagent. Ibrahim Traoré a alors redéfini les priorités stratégiques, créé des équipes spécialisées, encadrer la reproduction, établir des zones délimitées et intégrer les autruches dans une forme de cycle agricole semi-contrôlé. Les coûts ont augmenté, les exigences logistiques aussi, mais la promesse initiale d'autonomie alimentaire restait encore à portée de main. La question n'était plus de savoir si les autruches fonctionnaient contre les insectes, la réponse était affirmative, mais si leur gestion pouvait être harmonisée avec les besoins réels des terres agricoles. L'analyse du projet des autruches impose d'abord de comprendre les deux positions qui structurent le débat public. Le premier camp, composé de défenseurs convaincus, avance que les bénéfices observés dès les premiers mois prouvent la solidité du concept. Les autruches ont réduit de manière significative les populations de criquets, amélioré la qualité des cultures et créé de nouvelles perspectives économiques autour de la viande, des œufs et du cuir. Pour ses partisans, l'initiative représente un modèle prometteur d'indépendance agricole, fondé sur une ressource locale et libéré de la dépendance à l'aide extérieure. Leur argument central est simple. Si une approche endogène permet d'amorcer une croissance agricole immédiatement mesurable, alors elle mérite d'être renforcée plutôt que abandonnée. Face à eux, les critiques se concentrent sur trois limites majeures. D'abord, la croissance rapide et imprévisible des populations d'autruches a montré que l'équilibre écologique pouvait se rompre très facilement, avec des dégâts importants dans plusieurs zones cultivées. Ensuite, la gestion opérationnelle, considérée coûteuse par certains, risque de devenir un fardeau financier pour un pays déjà soumis à de fortes pressions budgétaires. Enfin, les opposants redoutent que les dommages causés aux cultures, comme les 20% de rizières piétinées dans la région de Bobo, ne finissent par dépasser les gains initiaux, transformant une innovation prometteuse en source d'instabilité agricole. La réponse la plus solide, appuyée par les données disponibles, s'articule autour d'un point d'équilibre. Les chiffres montrent à la fois une baisse marquée des nuisibles et des dommages réels causés par les autruches. Les deux camps ont donc raison, mais chacun seulement en partie. Le projet fonctionne lorsqu'il est régulé et échoue lorsqu'il ne l'est pas. Les résultats de Kaya et les pertes de Bobo démontrent la même vérité. L'initiative n'est viable que si le contrôle de la reproduction, la surveillance des déplacements et la gestion des espaces sont assurés en continu. Autrement dit, l'efficacité n'est pas le problème. La maîtrise opérationnelle, oui. Un basculement silencieux apparaît. Lorsque les premières équipes de régulation ont été déployées, la dynamique du projet a changé plus nettement que ce que les observateurs anticipaient. Les autruches, jusque-là laissées en semi-liberté, ont commencé à être redirigées vers des zones définies, limitant leurs incursions dans les cultures sensibles et réduisant les risques de piétinement excessif. Cette nouvelle étape a transformé l'initiative en un modèle hybride, ni totalement naturel, ni totalement contrôlé, mais suffisamment encadré pour stabiliser les effets bénéfiques observés au début. Pour Ibrahim Traoré,
Cette transition représentait plus qu'un simple ajustement technique. Elle devenait la preuve qu'une idée audacieuse pouvait évoluer sans renier son ambition initiale. La capacité du gouvernement à modifier rapidement ses méthodes a montré que l'expérience pouvait être flexible, tout en conservant son objectif de souveraineté alimentaire. Cette adaptation progressive, loin de résoudre tous les problèmes, a toutefois permis de réduire les oscillations extrêmes entre succès et dommages. Et c'est ce point médian qui redéfinit désormais tout ce qui va suivre. Les effets tangibles du projet des autruches se sont manifestés différemment selon les catégories d'acteurs impliqués. Chaque groupe, agriculteurs, décideurs, population rurale et régions stratégiques, a vécu une variation particulière de bénéfices et de contraintes. L'impact réel ne se comprend donc qu'en détaillant ces 4 angles complémentaires. Pour les agriculteurs de zones comme Kaya, la diminution de 40 à 50% des insectes nuisibles a offert un soulagement immédiat. Les cultures de mil, moins ravagées par les criquets, ont profité d'une fenêtre rare de stabilité, illustrée par l'augmentation de 30 observée localement. Pourtant, ces gains ne se sont pas uniformément répandus. Dans des localités proches de Bobo, les dommages causés par des autruches en expansion incontrôlée ont entraîné la destruction d'environ 20% des rizières. Les agriculteurs se sont donc retrouvés à naviguer entre opportunités prometteuses et risques constants, dépendant fortement du degré de régulation mis en place. L'émergence d'une filière autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche a ouvert de nouvelles perspectives. Des entrepreneurs locaux ont commencé à envisager une chaîne de valeur articulée autour de produits dérivés, créant un début de diversification économique. Toutefois, la nécessité d'investir dans des infrastructures de gestion, de surveillance et de collecte a ralenti certains projets. Les coûts en hausse ont rappelé que la réussite économique dépendait directement de la capacité du gouvernement, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, à stabiliser la population d'autruches et à sécuriser l'environnement agricole. Les populations vivant à proximité des zones d'expansion ont ressenti de manière très concrète l'ambivalence du programme. D'un côté, la réduction des insectes nuisibles a amélioré l'accès à des récoltes plus fiables et, à terme, à une meilleure sécurité alimentaire. De l'autre, l'arrivée d'autruches trop proches des habitations a perturbé la vie quotidienne, créant des craintes liées aux mouvements imprévisibles des oiseaux. La coexistence entre communautés et autruches a ainsi exigé un encadrement plus sérieux, renforçant le rôle des équipes de régulation nouvellement mises en place. À l'échelle du pays, le projet est devenu un symbole de souveraineté. La volonté de s'appuyer sur une ressource locale, plutôt que sur une aide extérieure, a été largement commentée, tant au niveau national qu'international. Le Burkina Faso a vu dans cette initiative une opportunité de repenser sa trajectoire agricole. Toutefois, les déséquilibres observés dans certaines régions ont mis en lumière la fragilité du modèle. Une stratégie efficace nécessite une gestion territoriale différenciée, capable d'adapter la présence des autruches selon les contraintes spécifiques de chaque zone. Dans les mois à venir, l'évolution du projet des autruches dépendra entièrement de la capacité du Burkina Faso à maîtriser les dynamiques déjà observées. Les données actuelles permettent de tracer 3 trajectoires possibles, chacune présentant un équilibre différent entre contrôle, coût et bénéfice. Ces scénarios ne précisent pas l'avenir, mais éclairent les options stratégiques qui s'offrent au gouvernement et aux communautés rurales. Dans cette trajectoire, les équipes de régulation parviennent à maintenir les autruches dans des zones délimitées, limitant les dégâts agricoles, tout en préservant la réduction des nuisibles observés au début. Les pertes, comme celles enregistrées dans la région de Bobo, diminuent graduellement, sans disparaître totalement. Les agriculteurs conservent des gains modérés, tandis que la filière économique liée à la viande et au cuir se consolide lentement. Ce scénario repose sur une coordination continue, mais ne promet ni transformation spectaculaire, ni crise majeure. Il représente une voie réaliste, centrée sur l'ajustement permanent, plutôt que sur un changement radical. Dans la version la plus favorable, les zones de gestion sont pleinement opérationnelles et les autruches se stabilisent à un niveau compatible avec les besoins agricoles.
Les bénéfices observés à Kaya, comme l'augmentation notable de la production de mil, deviennent reproductibles dans d'autres localités. L'industrie de l'autruche se développe de manière plus robuste, offrant des emplois et des revenus stables. En parallèle, les risques liés au déplacement incontrôlé diminuent nettement. Ibrahim Traoré peut alors présenter cette réussite comme un modèle africain d'innovation souveraine, capable d'inspirer d'autres pays du continent. Dans la trajectoire la plus difficile, la reproduction des autruches échappe à nouveau au contrôle. Les dégâts agricoles augmentent rapidement, aggravant les pertes pour des communautés déjà vulnérables. Les coûts logistiques pour contenir les populations dépassent les moyens disponibles, forçant le gouvernement à réaffecter des fonds essentiels. L'industrie émergente stagne et la promesse d'indépendance alimentaire s'érode. Ce scénario entraînerait non seulement une instabilité agricole, mais aussi une pression sociale accrue, menaçant la cohérence du projet lui-même. Pour les communautés directement concernées, le projet des autruches n'a jamais été une simple expérimentation agricole. Il a redéfini leurs relations quotidiennes à la terre et aux ressources locales. Dans les zones rurales, les familles ont vu les récoltes osciller entre améliorations notables et pertes imprévues, ce qui a mis en lumière l'importance d'un encadrement constant. Cette alternance a parfois renforcé l'espoir, parfois accentué les inquiétudes, mais elle a surtout rappelé que chaque décision prise au niveau national se répercute jusqu'aux foyers les plus isolés. Pour les jeunes entrepreneurs, l'initiative a représenté un terrain inédit d'opportunités. L'émergence progressive d'activités liées à la viande, aux œufs et au cuir d'autruche a ouvert un imaginaire nouveau, celui d'une économie locale capable de se régénérer par l'innovation interne plutôt que par l'importation de solutions extérieures. Ces perspectives ont encouragé l'idée qu'une économie rurale plus créative pouvait réellement exister, à condition qu'elle soit accompagnée d'un cadre solide et adaptable. Pour les citoyens observant le projet depuis les grandes villes, l'enjeu est devenu plus symbolique. Au-delà des chiffres et des incidents, ils y voient un exemple de ce que pourrait être un leadership cherchant à construire une souveraineté authentique. L'initiative portée par Ibrahim Traoré, malgré ses imperfections, a nourri des débats sur la capacité du pays à inventer ses propres réponses, même face à des défis complexes. Et c'est justement cette interaction entre territoire, ambition et réalité qui prépare la réflexion sur la suite concrète à mettre en œuvre. Pour transformer l'initiative en un modèle durable, une feuille de route opérationnelle doit être définie avec précision. Elle repose sur quelques axes simples, mais essentiels, capables d'harmoniser la présence des autruches avec les besoins réels des communautés rurales. L'objectif n'est pas d'imposer un contrôle total, mais d'établir un système capable d'anticiper, d'ajuster et de mesurer les effets de manière continue. Pour Ibrahim Traoré, cette approche représente la condition nécessaire pour maintenir l'équilibre entre souveraineté et sécurité agricole. Les équipes locales doivent recevoir la mission de surveiller les déplacements des autruches et d'intervenir dès que des zones sensibles sont menacées. Cette action doit être menée chaque semaine, avec un rapport standardisé afin d'éviter les dérives observées dans des localités comme Bobo. L'indicateur clé, nombre de parcelles protégées versus zone risque. La création de zones de pâturage réservées permet de contenir les autruches sans annuler leurs avantages. Ces espaces devraient être opérationnels avant la prochaine saison agricole pour éviter toute nouvelle oscillation entre gains et pertes. L'indicateur, stabilité des populations d'autruches dans les périmètres assignés. Les agriculteurs doivent être accompagnés afin de comprendre le comportement des autruches et d'adapter leurs pratiques. Cette formation, réalisée par cycle mensuel, ancrera des réflexes de prévention. L'indicateur, réduction du nombre d'incidents signalés autour des habitations et des cultures germinatives. Une étude régulière de l'impact écologique permettra d'éviter une pression excessive sur certaines zones. L'indicateur, qualité du sol et résilience des cultures dans les villages pilotes. Ce cadre ouvre la voie à un programme plus stable, prêt à entrer dans une nouvelle phase d'ajustement contrôlé. Dans les villages où tout a commencé,
Les habitants se souviennent encore des scènes fondatrices. Les autruches traversant les champs de Kaya avec une énergie inattendue, et les inquiétudes de Bobo lorsque les premières parcelles ont été piétinées. Ces deux images, opposées mais complémentaires, forment aujourd'hui le fil conducteur d'une histoire où chaque avancée a été gagnée au prix d'un ajustement constant. Elles reviennent comme un motif discret, rappelant que le projet est né de gestes simples, d'observations directes et d'un rapport très concret entre l'homme, l'animal et la terre. Pour Ibrahim Traoré, cette dualité n'a jamais été un échec. Elle a été la preuve que l'innovation ne progresse qu'en affrontant ses propres contradictions. Le pays tout entier a appris à composer avec ce rythme irrégulier, fait de promesses et de limites, de gains rapides et de défis soudains. Et au centre de cette trajectoire, une idée persiste. Même les initiatives les plus audacieuses trouvent leur sens dans la manière dont elles transforment la vie quotidienne. La souveraineté naît toujours d'un choix courageux. L'histoire des autruches au Burkina Faso ne s'arrête pas aux chiffres, ni même au débat qu'elle a suscité. Elle ouvre une réflexion plus large sur la manière dont une nation peut chercher ses propres solutions, parfois imparfaites, parfois surprenantes, mais toujours ancrée dans une volonté de construire autrement. Ce projet a montré que l'innovation peut naître d'un terrain sec, d'un besoin urgent ou d'un regard neuf posé sur des ressources longtemps ignorées. Pour chacun, qu'il vive en zone rurale ou en ville, cette expérience invite à revisiter la place de l'initiative locale dans le développement d'un pays. Elle rappelle que les enjeux agricoles, écologiques et sociaux ne se résolvent jamais en un seul geste. Ils se tissent dans le dialogue, l'ajustement et la participation collective. Alors, comment percevez-vous l'avenir de ces approches fondées sur les ressources locales? Quelles initiatives proches de chez vous mériteraient d'être explorées, améliorées ou partagées? L'espace de discussion vous appartient et chaque voix peut éclairer la suivante.